En mai 2023, plusieurs laboratoires qui travaillent sur le modèle biologique bien connu des généticiens, la mouche drosophile ou mouche du vinaigre, se sont réunis dans une sorte de retraite scientifique pour faire le point sur leurs recherches en cours. Ils ont choisi de se rendre en Grèce, plus précisément dans l'île de Crète. Les chercheurs, qui relèvent de plusieurs institutions différentes, vont ainsi confronter leurs résultats, renforcer leur collaboration et peut-être monter de nouveaux projets communs. Nous les avons suivis en Crète pour interroger certains d'entre eux, des chercheurs qui, 1 an et demi plus tôt, en janvier 2022, s'étaient rendus dans une station biologique au Costa Rica. Cette station biologique, située à la lisière de la forêt primaire équatoriale, a permis aux chercheurs de collecter des drosophiles endémiques issus de ces milieux naturels peu fréquentés par l'homme. Ils les ont conservées vivantes ou dans l'alcool et rapportées dans leurs laboratoires respectifs. 1 an et demi plus tard, nous voulons les interroger sur l'avancée de leurs recherches et les premiers résultats. Arrivés en Crète, depuis l'aéroport de Lacanée, les chercheurs se sont rendus à Paléokora, une petite ville de 2500 habitants située à 70 km au sud-ouest de l'île. On voit ta position. T'es WhatsApp? Ah, ça sent. Ah oui, j'adore cette odeur, moi. C'est un peu la pique comme ça, là. Paléokora est un lieu qui me semble idéal pour ce genre de choses. C'est un lieu où on peut vraiment laisser son esprit un petit peu voler à droite à gauche. Rien que le fait de marcher un petit peu sur la plage, se balader dans les petites rues, enfin on ne va pas passer des vacances à Paléokora, hein. Mais en fait on n'est pas enfermé. On n'est pas enfermé, donc on peut vraiment discuter. Des fois on discute à 4 ou 5 autour d'une table, c'est pas simplement le groupe avec un vidéoprojecteur. Donc je pense que c'est vraiment un milieu très propice pour ce genre de choses. Pendant une semaine, les chercheurs ont alterné des discussions informelles, source possible d'idées nouvelles, avec des promenades et les présentations plus formelles de leurs travaux dans une salle appropriée, une salle d'école prêtée par le maire de Paléokora. C'est à cette occasion que nous avons pu retrouver certains chercheurs présents au Costa Rica et les interroger sur le développement de leurs travaux en cours. Alors on peut citer plusieurs exemples, après je pense que les participants le feront mieux que moi dans les détails, mais déjà il y a de nombreuses espèces néotropicales qui ont été trouvées. Il y a aussi un projet sur le vieillissement des drosophiles et une comparaison entre le vieillissement dans le milieu naturel ou bien dans le milieu, dans les conditions de laboratoire. Il y a aussi un éventail des bactéries qui peuvent infecter ces espèces, des bactéries symbiotiques ou bien aussi des bactéries dans le microbiote. Il y a, alors c'est des termes un peu plus techniques, mais il y a une étude sur les transposons. Enfin, vous voyez, il y aura à peu près une bonne dizaine de thèmes. Très franchement, honnêtement, ce genre de réunion est souvent très productive. On en a beaucoup entendu parler au niveau des clusters. C'est ici que nous avons retrouvé Clément Carré, qui a rapporté des drosophiles du Costa Rica. Je suis parti un petit peu avant les autres et j'en ai ramené une dizaine vivantes.
Donc on les met dans des tubes avec de la nourriture, mais on les sort évidemment de leur milieu naturel, donc on n'est pas sûr qu'elles vont supporter ce changement de nourriture, et deux, ce changement aussi d'environnement. Même si on peut évidemment contrôler certains paramètres comme la température, l'humidité. Et là j'étais assez surpris de la résistance de certaines de ces souches, parce que sur les 10 que j'ai ramenés à peu près, on n'en a perdu que 3 en 1 an et quelques. Et voilà, la perte peut être due à plusieurs choses. Elles ne se sont pas adaptées, elles ont résisté un certain temps, ou il y a eu peut-être un problème au niveau de la nutrition. Ça, on ne peut pas vraiment savoir. Mais disons que le ratio, ça fait à peu près 70% des lignées qui sont encore vivantes, en tout cas pour ce qui est du laboratoire à Paris. Tous les chercheurs ayant travaillé au Costa Rica n'étaient pas présents en Crète, et c'est par visioconférence que les absents, Wolfgang Miller et Michael Lang, ont bien voulu échanger avec nous et avec les chercheurs. Certaines femelles collectées vivantes ont donné naissance à des lignées isogéniques, c'est-à-dire qui possèdent des gènes identiques. It was very fruitful to collect with you together because we got a lot of specimens from the neotropics. And we managed to establish in Vienna, in our lab, about 150 isofemale lines belonging to 8-9 different species. So we collect the flies alive and then set them one single female in one single small container and allow the female to lay eggs. And from this while then we start colonies. Mm-hmm. That means that this is then inbreeding, that from one specific female collected in the wild, we generate so-called isofemale lines. That means that the progeny is then more and more similar to the original female. Plus nombreuses encore furent les mouches piégées et transférées dans des flacons d'alcool avant de les rapporter au laboratoire pour en déterminer l'espèce et séquencer leur génome. Together with a colleague from the museum, we analyzed mainly dead specimens, so ethanol preserved specimen of La Gamba, and we found about 5,208 insects, of which 5,030 individuals were Drosophilid species, and we found about 51 species of Drosophila flies. Ces études de la biodiversité des drosophiles s'accompagnent aussi de celles des bactéries et des virus hébergés par les mouches. En conditions asymptomatiques pour les virus, leurs hôtes ne présentent aucun symptôme de maladie, ou avec l'acquisition possible d'une virulence lorsque les drosophiles sont cultivés au laboratoire. On retrouve Wolfgang Miller qui travaille sur ces bactéries et ces virus. So the project now is first to find out what is the host diversity. So how many different hosts do exist, species, subtypes exist in the wild, and what kind of bacteria and viruses they're normally associated. And what is the phenotypic consequence? That means what is the effect carrying these bacteria? Is it positive, is it negative, or is it neutral? But this is all the time dependent on the environment. Whether you have a genetic information which helps you under specific condition, then it's beneficial, right? Or there's a cost that you are sick because you carry these bacteria. We are also now more and more interested in what kind of viruses do these bacteria carry in the wild, which are often asymptomatic because we are collecting only adult flies. We would expect that these viruses are asymptomatic, that they don't suffer from the virus. They carry the virus, they live with the virus, but they are obviously not under strong selection. We bring them under high density and start inbreeding, which often can transform an asymptomatic virus into a symptomatic virus. And this is what we see actually then in the next generations. We see suddenly high density of larvae, but then most of the larvae turn black. And this is a typical reaction to a viral outbreak. Mm-hmm. Right? So suddenly we see something we haven't seen before under lab conditions.
Michael Rera, qui avait également récolté des drosophiles au Costa Rica, profite aussi du séjour pour poser quelques pièges. Il y a quelques années, le chercheur avait mis au point un test colorimétrique, un colorant bleu présent dans la nourriture des mouches qui permettait de caractériser leur vieillissement. Les individus dont le colorant traversait la barrière intestinale pour diffuser dans tout le corps, et uniquement ceux-là, avaient passé un cap et se trouvaient engagés vers la mort. Le vieillissement, tout ça. Cet état de vieillissement réel, révélé par le biomarqueur bleu, était vrai pour les drosophiles de laboratoire. Qu'en était-il pour celles, sauvages, du Costa Rica ? Pour moi, l'essentiel du résultat de la manip au Costa Rica a été de rechercher et identifier des individus physiologiquement âgés, c'est-à-dire proches de mourir de leur mort naturelle, à l'état sauvage, ce qui a été obtenu pendant la mission. Et derrière a démarré tout un travail de modélisation mathématique des résultats obtenus pour essayer d'identifier des paramètres reflétant des conditions environnementales dans lesquelles on pourrait observer la proportion d'individus physiologiquement âgés qu'on a observés. Drosophila melanogaster, c'est un très bon modèle pour ça, pour le vieillissement, puisque mathématiquement, la forme de leur courbe de survie ressemble aux courbes de survie humaines, c'est-à-dire avec un premier plateau de survie où les individus sont jeunes, en bonne santé, et on n'a pas vraiment de mortalité dans la population, puis on a une accélération progressive de la mortalité, et enfin, on a une phase d'accroissement exponentiel du risque de mortalité dans la population, avant d'atteindre une nouvelle décroissance plus tardivement dans la vie. Et moi, le modèle que j'ai développé, qui est donc basé sur la description du vieillissement comme étant un phénomène en deux phases consécutives et nécessaires, qu'on arrive, nous, à détecter par une mesure de la perméabilité intestinale. Je l'ai identifié initialement chez la drosophile, mais j'ai validé son existence avec des collaborateurs en 2016 chez d'autres organismes modèles, comme le nématode, le zébrafiche. Actuellement, on est en train de le valider chez la souris. Et donc, on pense que cette modalité de vieillissement en deux phases consécutives, où on arrive à identifier un événement qui sépare un individu en bonne santé d'un individu qui se dirige vers la fin de vie naturelle, est conservé évolutivement. Et donc, comprendre les mécanismes impliqués dans ce vieillissement en deux phases chez la mouche drosophile nous permettra sans doute d'extrapoler à d'autres organismes, peut-être à l'homme. Et puis, il y aura aussi sans doute des choses qui sont spécifiques à un organisme et à un autre, et ce sera aussi intéressant de comprendre quelles sont ces spécificités et pourquoi on peut observer ces spécificités. À l'école, les présentations se succèdent, animées par de nombreuses discussions, notamment autour des transposons et des ARN qui interagissent avec des protéines PIWI. Écoutez, là maintenant, on va revenir un tout petit peu sur les éléments transposables, parce que finalement, ils sont un peu en amont de tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ils ont été considérés comme du junk DNA, Aurélie en a parlé avant-hier, avant qu'on découvre qu'en fait, ils ont eu un rôle énorme au cours de l'évolution pour façonner les génomes et après pour les réguler. Mais au départ, ça a été trouvé par des transposons et par des choses bizarres dont on ne savait pas que c'était des transposons, mais qui sont apparus. Un élément transposable d'ADN ou un ADN mobile, c'est une portion du génome qui a la capacité d'être à l'origine de l'apparition d'une nouvelle portion de lui-même ailleurs dans le génome. Et alors maintenant, ce qu'on vient surtout de trouver, c'est que les transposons les animaux
depuis très longtemps, ont mis en place un mode de régulation incroyable qui s'appelle la régulation par les Peewee Interacting RNA, qui s'appelle piRNA. Les piRNA ont commencé à être suggérés en 2000. Il y a eu un papier clé, 2007, Julius Brennecke du labo Danone, qui ont montré leur mécanistique de production. Et maintenant, on a découvert depuis qu'ils régulent non seulement les transposons, mais qu'ils régulent des gènes. Et que ces piRNA sont essentiels au développement de la drosophile. Il y en a, si on les retire, la drosophile meurt à l'état embryonnaire. Donc ça veut dire qu'un système de défense qui avait été mis en place pour réguler les séquences mobiles a été co-recruté pour la mise en place de la régulation du génome au sens large, c'est-à-dire y compris des gènes. Et aujourd'hui, les piRNA dans le monde médical sont intéressés, parce qu'évidemment les mammifères en ont, sont intéressés en termes de diagnostic, parce qu'ils sont dérégulés dans les cas de pathologie, dans certains cas de pathologie, donc ils servent de diagnostic. Et la question qui se pose, mais de façon très, très active, c'est sera-t-il possible un jour de les utiliser à des fins thérapeutiques ? L'expédition au Costa Rica a également permis de renforcer les collaborations entre les chercheurs, tant sur le plan de la recherche de financement que sur le plan expérimental. Wolfgang Miller de l'Université de Vienne collabore par exemple avec des chercheurs des universités Paris-Saclay et Sorbonne Université, en particulier sur la biodiversité et sur les transposons. For example, with Aurélie and Michael Lang, actually, we are studying the whole diversity of the bacteria in these flies. Or with Stefan and Laure, now we are looking on the transposable elements in these flies, which were not analyzed before. So we're looking at some specific transposable element, jumping gene. These are short regions that can jump around in the genome, something like genetic parasites. We want to understand how actually these transposons are regulated in hosts where the transposon is a long-term association. It's living with the fly since ages. So there's a cooperation, there's an equilibrium between the transposon and the host, so both can exist in the same genome. Yeah. Les premières publications sont en cours d'écriture. Et déjà, les chercheurs pensent à l'expédition suivante, en précisant peut-être davantage les lieux de capture. Pour le Costa Rica en lui-même, c'est envisageable, puisqu'en plus, maintenant, on connaît cette station par laquelle on a été extrêmement bien accueillis, on connaît les lieux. C'est une possibilité. Mais on pourrait se demander pourquoi vous ne l'avez pas trouvé, etc. On n'est pas resté extrêmement longtemps. On n'a pas irradié de façon, je dirais, Costa Rica est un grand pays. On pourrait éventuellement imaginer irradier un peu plus en profondeur. Et aussi, par l'étude de bibliographie nouvelle, on a regardé, elles avaient été trouvées beaucoup dans des grottes. Et ça, ce n'est pas des choses qu'on a faites, parce que les lieux ne s'y prêtaient pas. Et Manga Berey a été trouvée au Costa Rica dans le passé, hein, c'est pour ça qu'on est allé là-bas aussi. Mais elle a également été trouvée assez fréquemment, en tout cas dans les années 50-60, en Amérique du Sud. Et en Amérique plus précisément centrale. Et donc l'Amérique centrale, il y a vraiment plusieurs pays en Amérique centrale où Manga Berey a été trouvé, et isolé d'ailleurs. Et voilà, c'est quelque chose qui a été bien décrit dans les publications. Elle a été isolée et maintenue dans les laboratoires pendant plus d'une vingtaine d'années. Malheureusement, entre-temps, elle a été perdue, c'est pour ça qu'on voulait aller la récupérer. Donc il y a quelque chose déjà d'assez, je dirais, encourageant pour la future découverte. À partir du moment où on la trouve, on sait que cette souche supporte bien la vie en laboratoire. 20 ans, c'est probablement dû à un accident, une perte de souche, mais ce n'est pas dû à une mauvaise adaptation de cette souche dans un laboratoire. Donc, pour faire simple, il faut retrouver Manga Berey, la ramener
dans nos laboratoires pour pouvoir l'étudier. On sait qu'on n'aura pas des gros problèmes pour faire ça. Ces drosophiles prélevés dans la nature sont par conséquent une source très importante d'expérimentation qui pourrait apporter de nouvelles connaissances sur l'évolution des mécanismes de contrôle de l'expression des gènes et par voie de conséquence des concepts applicables à des options thérapeutiques. Le séjour en Crète aura été très court et les chercheurs profitent une dernière fois des magnifiques paysages de Crète entre deux présentations scientifiques. Et c'est là que nous les abandonnons.